Et l'émission qui ce matin pourrait aussi s'appeler Où est Charlie? Ou plutôt Mais où est Jean-Luc M de Paris? Mais où est notre ami Jean-Luc Moreau? Une panne d'essence, un moteur grippé, une batterie à plat ou une courroie de distribution qui a cassé, des injecteurs encrassés? Non, 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 rien de tout cela n'est à l'origine de l'absence de notre Jean-Luc Moreau en studio. Rien n'arrêtera l'ami Jean-Luc, mais c'est bien ce méchant virus qui a stoppé notre garagiste préféré, le privant du goût et de l'odorat. Il n'a pas perdu, lui, le goût de l'automobile, car comme Sud Radio, on aime l'automobile. Il va donc rester au chaud, surtout pour ne pas nous refiler le bébé, ou plutôt le Covid. On le remercie. Bonjour l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence et bonjour à tous les auditeurs. Oh bah quelle belle voix. Oh là là, au moins ça a changé quelque chose. Oh bah d'accord. Bon bah je vous laisse. Comment va l'ami Jean-Luc? Alors je sais que ça va un petit peu mieux puisque je vous appelle tous les jours, mais c'est quand même pas encore la grande patate. Non, c'est pas encore la grosse forme. On a du mal à s'en sortir. Ça fait une semaine et j'ai et dans la semaine j'ai perdu le goût et l'odorat. Et voilà. Et pour quelqu'un comme vous, j'en profite pour changer ma collection de voitures. Je vais prendre un Fiat Multipla là, après le Renault Modus. Si vous voulez, je vous aide pour votre cave à vin qui est très belle, puisque vous n'avez plus de goût et d'odorat. Je suis là. Allez, en tout cas, vous l'avez compris, il est quand même avec nous et ça c'est important. Toujours dans la bonne humeur. Et puis merci d'ailleurs de vouloir nous protéger, puisque comme Patrick Roger aussi, dans l'équipe de Sud Radio, voilà, la Covid a de nouveau frappé comme il frappe encore aujourd'hui. Prenez soin de vous et prenez soin des autres comme le font Patrick et Jean-Luc. Alors, au programme de notre rendez-vous, quelque chose de plus qu'important puisque ça nous concerne tous à peu près vers 12h30, c'est tout savoir sur l'essence, le prix, où en est-on? Oui, alors on a vu cette semaine, alors c'était pas la fin, c'était la baisse de la ristourne qui nous était accordée par le gouvernement et la baisse également de la ristourne qui était accordée par Total. Donc ça fait dans les stations Total normalement une augmentation de 30 centimes. On fera un point pour savoir est-ce que c'est réellement 30 centimes? Est-ce que ça a augmenté plus? Quelles sont les perspectives de hausse ou de baisse? Alors déjà, est-ce que la consommation de carburant, elle a augmenté ou baissé? On a entendu un peu tout et n'importe quoi avec la grève ces derniers temps, donc on va faire un point sur ça. Et pourquoi, une vraie question, pourquoi est-ce que le gasoil est aussi cher aujourd'hui? Et en ayant des taxes plus faibles, il est quand même beaucoup plus cher que l'essence. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que le gasoil va monter? Vous allez voir que les nouvelles sont pas forcément bonnes pour ceux qui roulent au diesel. Donc on fera le point sur tout ça à la fin de l'émission, dans la dernière partie. Oui. Dans notre rendez-vous actualité, autre rendez-vous également, ça concerne les véhicules d'époque. Oui, alors on fera un point avec la FFVE sur la dématérialisation des cartes grises de collection. Aujourd'hui, quand vous demandiez une carte grise de collection, donc c'est pour un véhicule qui a plus de 30 ans, il fallait envoyer un gros dossier avec des photos, tout ça par courrier. La FFVE, alors c'est pas parce qu'on parle de voitures anciennes qu'on peut pas être moderne, c'est mis au diapason en fait de l'État et on aura donc un dossier dématérialisé sur Internet. On va vous expliquer comment ça fonctionne en détail et surtout quel temps ça permettra de gagner sur la durée d'une demande. Exactement. Autre rendez-vous qui va intéresser tout le monde parce que ce n'est pas à l'abri que ça arrive en France, mais on va aller se balader du côté de la Belgique qui vérifie désormais l'efficacité des filtres à particules au contrôle technique. Oui, alors si vous voulez avoir peur, vous restez avec nous. Ce sera la chronique 11h45. Ouais, parce que la Belgique a décidé de faire un contrôle technique. Alors en France, pour être précis, on mesure l'opacité des fumées. En gros, c'est un test pour les machines à vapeur du 19e siècle. Donc ça n'a rien à voir avec la vraie pollution des véhicules. En Belgique, ils ont décidé de compter les particules qui sortaient de l'échappement et vous allez voir que ça réserve certaines surprises. La question c'est, est-ce que ça va arriver en France? Et puis tout de suite, on va commencer avec le premier sujet. Si vous vous êtes inscrit et si vous passez votre permis de conduire, ou tout le moins vous prenez vos cours ça m'intéresse, moi, je vais enfin pouvoir passer mon permis, c'est ça qui auprès d'une plateforme sur Internet. Restez avec nous parce qu'on va vous donner peut-être sans doute la solution pour ne pas attendre des lustres et des lustres pour pouvoir passer votre permis. Et puis évidemment, je me permets de vous redonner rendez-vous. Vous êtes déjà nombreux. Bonjour à Stéphane qui nous fait déjà coucou les loulous sur la page Facebook de Sud Radio. Et puis vous pouvez aussi nous rejoindre tout de suite. Aude vous attend au standard au 0826 300 300 pour poser toutes vos questions en question auto évidemment, entre autres à l'ami Jean-Luc, et ou sinon par mail je participe @sudradio.fr. Vous mettez bien dans l'objet du mail on parle auto et vos coordonnées complètes dont votre numéro de téléphone, sinon vous comprendrez bien qu'on ne pourra pas vous rappeler. Allez, c'est parti. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com.
La plateforme Rendez-vous Permis va faciliter l'accès au permis pour les élèves issus d'auto-école en ligne en Ile-de-France. On accueille Benjamin Guignot, qui est cofondateur de Ornicar. Bonjour Benjamin. Bonjour. C'est un rendez-vous, Benjamin. Jean-Luc, Bonjour. que tu as voulu parce que quand on s'est inscrit sur une plateforme pour passer son permis, en tout cas rendez-vous en ligne, c'est compliqué d'avoir un rendez-vous. Alors déjà, on peut peut-être faire le distinguo, parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a les auto-écoles classiques. Ouais. Hein, on a passé, nous, tous les deux, notre Tout à permis fait. à l'époque dans une auto-école Qui ont un classique. pas de porte. Et maintenant, grâce à Internet, il y a des auto-écoles en ligne. Et donc, faire le distinguo entre les deux, peut-être que Benjamin Guignot, vous pouvez nous éclairer. D'ailleurs, Ornicar, c'est quoi exactement? Alors justement, Ornicar, c'est une auto-école en ligne. C'est une société qu'on a créée en 2013 pour répondre à une demande qui était plus de flexibilité dans sa formation au permis de conduire et surtout une formation moins chère, puisqu'en général, on passe son permis pour obtenir un travail, mais il nous faut un travail pour payer son permis de conduire, ce qui était vraiment une ineptie. Et donc, nous, on est arrivé en plaçant le digital au cœur de cette formation. Et donc, avec Ornicar, on peut aujourd'hui réviser son code 100% en ligne et on peut apprendre à conduire en trouvant un enseignant à une adresse donnée partout en France, sans qu'il y ait de passage au local de l'auto-école traditionnelle. On a dématérialisé le local. Mais par contre, il y a un vrai cours de conduite en présentiel. C'est un vrai cours dans une vraie voiture double commande avec un enseignant diplômé. Et ça permet en gros d'avoir 20 heures de conduite pour 800 €, quand en auto-école traditionnelle en moyenne en France, vous êtes à 1200 € en moyenne. Bon, Ouais, alors ça, évidemment, les auto-écoles traditionnelles vont dire oui, mais la formation, elle sera forcément moins bien que dans une auto-école, dans un parcours classique. Qu'est-ce que vous répondez à ça? En fait, qu'est-ce qui fait une bonne formation? Une bonne formation, c'est un véhicule double commande, mais avant tout un enseignant de la conduite diplômé. C'est pas le local de l'auto-école qui fait qu'une formation est bonne ou pas bonne. C'est bien l'enseignant de la conduite. Et nous, les enseignants de la conduite, c'est exactement les mêmes qu'on trouve dans une auto-école traditionnelle. Sauf qu'ils sont indépendants et donc ils sont même incités à prodiguer la meilleure formation possible parce que leur élève peut très bien changer d'enseignant s'il n'est pas satisfait. Donc, à cette question, on répond que la formation, et d'ailleurs ça se voit, nos taux de réussite sont meilleurs que les auto-écoles traditionnelles. Nos élèves ont besoin de moins d'heures de conduite pour obtenir leur permis de conduire. Bref, c'est un modèle gagnant-gagnant qui aujourd'hui n'a pas beaucoup d'attaques et pas beaucoup de problématiques, sauf cette histoire de délai qui historiquement est un vrai problème. Comment vous pouvez expliquer que vous aviez des places 2 fois moins nombreuses que pour les auto-écoles traditionnelles? Est-ce que c'était pas dû un peu à la guerre quand on vous a tous vu arriver? Évidemment, vous avez fortement déplu aux auto-écoles qui sont en pas de porte et du coup, il y a eu quand même blocage. On parle au vrai sur Sud Radio. Alors, Ornicar, on en est au 19e procès. Donc, on est quasiment à 2 par an par les auto-écoles traditionnelles, les syndicats d'auto-écoles traditionnelles. Donc, aujourd'hui, ce qui explique cette différence de délai, c'est qu'il y avait 2 systèmes qui vivaient au même niveau, savoir le système candidat auto-école traditionnelle et le système candidat libre. Nous, on était appuyés sur le système candidat libre et il y avait beaucoup moins de place qui était accordée aux candidats libres. Même si une loi, la loi dite loi Macron d'août 2015, a affirmé qu'il devait y avoir les mêmes conditions d'accès aux examens, depuis des années, on voit aujourd'hui, avant, on va dire, le 3 novembre, il y a eu rendez-vous permis en Ile-de-France. Et à Paris, par exemple, avant le 3 novembre, une place en auto-école en ligne, c'était 12 mois, alors qu'une auto-école traditionnelle, c'était 4 mois. Donc, il y avait une vraie inégalité. Et aujourd'hui, tout le monde est environ à 5-6 mois. D'accord. Rendez-vous permis, c'est une plateforme gouvernementale, c'est ça, qui a d'abord été expérimentée dans des grandes villes françaises et qui est arrivée en Ile-de-France très récemment. Exactement. En fait, c'est une expérimentation qui a commencé en mars 2020, donc une date qui a fait qu'on n'a pas beaucoup expérimenté parce que c'est le début du Covid. Et puis ensuite, donc ça a commencé par le sud de la France, donc la région Occitanie, et après ils se sont déployés région par région. Là aujourd'hui, donc le 3 novembre, il y a eu l'Île-de-France, qui est pour nous évidemment un bassin de consommation énorme. Et puis ils ont en gros jusqu'à de mémoire mars 2023 pour finir de déployer rendez-vous permis sur tout le territoire. Donc il reste encore l'Est et l'Ouest. Une question, Benjamin Guignot, puisque je suis sur la plateforme du service public rendez-vous permis, parce que c'est vraiment une plateforme service-public.fr particulier, nanana. On a la possibilité d'aller passer son permis où l'on veut en France. C'est-à-dire que si je m'inscris et qu'il y a une place, par exemple, je vais dire une bêtise, mais avant Noël, dans un département qui n'est pas le mien, j'ai le droit d'y aller? Alors, vous pouvez y aller. Après, il faut trouver un enseignant de la conduite qui puisse vous accompagner le jour de l'examen avec un véhicule double commande. Et en général, c'est déjà un événement, un examen très stressant. Et nous, on conseille à nos élèves d'y aller avec leur enseignant référent qui les connaît, qui va les rassurer, etc. Donc,
dans certaines pratiques, les gens le font, mais ça peut être un peu risqué parce que si vous allez passer dans la Creuse alors que vous avez pris vos formations à Paris, déjà c'est pas la même circulation. Alors c'est plutôt plus simple, mais vous n'avez pas votre enseignant. C'est peut-être mieux dans ce sens-là que l'inverse d'ailleurs, hein, quand même. Oui, mais alors il y a peu de gens appris dans la Creuse et de venir place de la Concorde ou place de l'Étoile. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais comme c'est là où les délais sont les plus longs, peu de gens se disent tiens, je vais aller passer mon examen à Paris. Donc voilà, nous c'est une révolution. Et ce qu'on demandait, c'est égalité de traitement, quelle que soit la provenance du candidat, que ce soit un candidat traditionnel, donc auto-école traditionnelle ou auto-école en ligne. On veut qu'il y ait exactement les mêmes conditions d'accès aux examens. Et ensuite, c'est de la compétition, de la concurrence, que celui qui propose le meilleur service au meilleur prix l'emporte. Et là, pour nous, il y avait vraiment une distorsion de concurrence entre des auto-écoles traditionnelles qui, sans raison, bénéficiaient de délais beaucoup plus courts que les nôtres. La proportion entre aujourd'hui le nombre de permis passés en traditionnel et puis en auto-école en ligne, c'est quoi ? Alors, on va distinguer les deux examens. Le code de la route, aujourd'hui, 90% sont les auto-écoles en ligne. Oui. Donc, les auto-écoles traditionnelles ne voient plus d'élèves pour le code, quasiment plus. Ah oui. En revanche, sur la partie examen pratique, les auto-écoles en ligne, toutes confondues, on doit être à 15%. Mais parce que, historiquement, nous, les gens venaient chez nous pour le code, et puis dès qu'ils voyaient les délais sur la conduite, ils se disaient, finalement, je vais préférer aller m'inscrire dans l'auto-école en bas de la maison. Et là, maintenant, nous, on va dire, vous avez exactement les mêmes délais, et en plus, on est moins cher, on est plus flexible. Vous commencez à apprendre à conduire à Paris, vous déménagez à Strasbourg, Lyon, Marseille, peu importe. Vous avez juste à changer sur le site internet de votre enseignant et vous pouvez continuer. Une auto-école traditionnelle, il faut récupérer son dossier, aller se réinscrire, payer les frais d'inscription, des frais de désinscription. C'est beaucoup plus compliqué. Mais donc voilà, aujourd'hui, c'est à peu près ça. C'est 15-85% pour les auto-écoles traditionnelles. Mais nous, on peut voir déjà un doublement dans les départements rendez-vous permis. Chez Ornicar, on a un doublement de l'activité conduite, donc on a 2 fois plus d'élèves une fois que rendez-vous permis est mis en place. Eh bien, en tout cas, on voulait en parler ce matin sur Sud Radio dans On parle auto. Benjamin Guignot, cofondateur d'Ornicar, qui était avec nous. Et on vous rappelle cette plateforme, un rendez-vous permis. Donc vous tapez ça sur votre moteur de recherche, quel qu'il soit, et vous tombez sur le site. Prenez bien évidemment celui du service public. Un petit message pour vous, l'ami Jean-Luc, de votre quarantaine là-bas sur la page de Sud Radio, Facebook, Sud Radio où vous êtes. On a une vraie communauté de nos auditeurs. Alors évidemment, il y a notre ami Stéphane qui dit va falloir que Jean-Luc regarde les tutos maquillage parce qu'il est un petit peu blanc. C'est vrai que vous avez encore une petite mine, hein, mon ami. Catherine qui nous dit bonjour. Christophe aussi. Jean-Luc est toujours en quarantaine, nous dit Christophe. Oui, alors il va revenir samedi prochain. Ça va aller mieux, je pense. Mais en tout cas, on pense à vous, Jean-Luc. Vous voyez, vous êtes aimé, apprécié et tout le monde vous envoie plein de choses sympas à travers Sud Radio. Du coup, même moi, maintenant, je n'existe plus. Je rigole. Allez, à suivre pour vous, question auditeur 0826 300 300. Vous nous rejoignez tout de suite. Et dans quelques minutes, nous allons prendre le volant avec l'ami Jean-Luc. D'ailleurs, son essai, son test que vous retrouverez sur la page Facebook de Sud Radio et surtout sur la page également YouTube. Ce sera la ID Buzz, la Volkswagen ID Buzz. C'est quoi ça vole Pardon. Oui, alors pourquoi ils l'ont appelé Buzz, on expliquera tout à l'heure pourquoi, mais c'est le combi moderne. Oui, c'est ça, savez, exactement. Voilà. Moi, je le trouve très sympa. 1950, ça va pas nous rajeunir. C'est pas grave, on aime bien, même les choses un peu anciennes. Parce que quand on sait d'où l'on vient, on sait où on peut mieux savoir où l'on va. Voilà, je ferai de la philosophie plus tard parce que je m'emmène les pédales. Tiens, les pédales, une question sur Internet, je participe @sudradio.fr. C'est un mail que nous avons reçu de François que je vais vous proposer, Jean-Luc. François nous dit, je loue ma voiture sur une plateforme de location entre particuliers. Il m'est arrivé qu'une voiture me revienne avec des difficultés au démarrage. Comment identifier que de l'éthanol ait été utilisé et comment s'assurer que ce dernier locataire ou le plus ancien en soit responsable. C'est un vrai sujet que les plateformes de location. C'est un vrai sujet, c'est même un vrai sujet que doivent appréhender les loueurs de voitures courte durée, parce qu'il y a plein de gens au moment où ils doivent rendre la voiture avec le plein. Quand ils sont à la station-service, qu'il y a d'un côté aujourd'hui du super qui peut être à 2 € et de l'autre côté de l'éthanol qui est moitié moins cher. Donc là, ils peuvent être tentés effectivement de compléter le plein avec du super éthanol le 85. Ça peut être le cas aussi, et là ça peut même être très grave parce qu'il y a des véhicules qui ne sont pas du tout adaptés à ça. Si vous louez votre voiture entre particuliers, qu'on vous la rend avec de l'éthanol. Alors comment savoir alors quand on est en professionnel, comment savoir? C'est relativement simple parce que vous avez une prise de diagnostic qui est dans la voiture, c'est la fameuse prise OBD.
Donc là, vous branchez un outil de diagnostic et le calculateur vous indiquera quelle est la nature du carburant. Il vous indiquera pas clairement quelle est la nature du carburant, mais il vous dira par exemple, attention, là on est en mélange trop pauvre, sous-entendu, le carburant qui est utilisé n'est pas celui pour lequel la voiture a été construite. Ça c'est la première chose. Mais quand on est un particulier, alors plusieurs solutions. La première, moi pour l'instant je peux pas l'appliquer, c'est j'ouvre le bouchon de réservoir et je sens, et si ça sent l'alcool, c'est effectivement qu'on vous a mis du super éthanol vous pouvez pas, 85 dedans. On parce rappelle, que ça sent vraiment l'alcool. Jean-Luc, on rappelle pour ceux qui arrivent que si vous dites moi je ne peux pas le faire pour l'instant, c'est que vous avez perdu l'odorat. J'ai plus d'odorat. Mais sinon on peut le faire voilà, quand on a de l'odorat. Mais vous, Laurence, qui avez du nez en particulier pour l'alcool, vous ouvrez le réservoir, vous sentez, vous allez le sentir tout de suite. Et puis même quand on démarre la voiture le matin, il y a une petite odeur de cocktail. Alors on peut se dire tiens, c'est les restes de hier soir. Mais non, mais ça sent effectivement l'alcool. Après, une autre méthode infaillible et plus sérieuse pour savoir quelle est la proportion d'éthanol que vous avez dans votre carburant. Alors, ça nécessite soit d'aspirer un petit peu d'essence du réservoir, soit de défaire une durite sous le capot et de récupérer un petit peu d'essence. Vous mettez ça dans un verre transparent, vous rajoutez de l'eau. Genre Arcopal, les vieux verres Arcopal. Vous remplissez le verre à moitié, vous rajoutez la moitié d'eau dans ce verre et vous allez voir, l'éthanol va se mélanger à l'eau, ça va vous faire au fond du verre un liquide trouble. Vous allez avoir ensuite l'éthanol qui n'a pas été mélangé à l'eau qui va être au-dessus et la portion d'essence qui va être au-dessus. Ça fait une couche jaune au-dessus. Ça sépare le fait de mettre de l'eau dans le mélange essence-éthanol va séparer en fait l'éthanol de l'eau, de l'essence. Et donc là, vous saurez exactement. Alors si le petit malin à qui vous avez loué votre voiture a mis du super éthanol 85, vous aurez juste une petite portion d'essence en haut. Et donc là, vous lui téléphonez, vous faites une photo et vous lui dites bon, vous êtes gentil, mais mais quel recours, l'ami Jean-Luc, quel recours? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez alors faire constater par huissier. Alors c'est ça, mais après c'est 1000 boules. Enfin, ça coûte cher à un huissier. On est d'accord. Vous pouvez faire constater par huissier ça, et puis ensuite entamer une procédure. Mais le mieux, c'est quand même d'appeler la personne en question et de lui dire écoutez, voilà, vous avez mis de l'éthanol dans le réservoir, j'en ai la preuve, vous lui envoyez la photo du petit cocktail que je vous ai indiqué à l'instant, et puis vous lui dites, ok, on en reste là, si vous me payez l'équivalent, je vais vidanger le réservoir, vous me payez l'équivalent d'un plein d'essence. On peut toujours s'arranger comme ça. Donc la question qui suit, il faut chercher à s'arranger avant, mais c'est vrai que aujourd'hui on est face à une vraie problématique d'utilisation du mauvais carburant. Tout à fait. Mais alors du coup, si jamais ça m'arrive, voilà, si j'ai loué ma voiture ou si je l'ai même prêté à un copain et que mais tout dépend du véhicule que vous avez. Oui, mais il y a le des truc c'est quoi? Oui, mais Jean-Luc, attendez, Jean-Luc, laissez-moi terminer, mon loulou. Si jamais la voiture ne va pas à l'éthanol E85, il suffit de vidanger totalement le réservoir et. Non, mais même pas. D'accord. Voilà, c'est ça que je veux savoir. Qu'est-ce que je fais derrière? 85, que votre réservoir est pas plein, vous remettez de l'essence et puis ça va passer. Pour une fois, ça va passer. D'accord. Vous n'avez pas cassé le moteur juste avec un plein d'éthanol. Ça, s'il fait froid, vous aurez du mal à démarrer le matin, c'est clair. Surtout que maintenant, on commence à avoir vraiment une inversion thermique qui est assez forte entre la nuit et le jour. Donc vous allez être obligé de mettre 3-4 coups de démarreur. Vous consommez un peu de carburant, vous remettez petit à petit de l'essence dedans et puis ça va passer comme ça. De toute façon, toutes les essences aujourd'hui contiennent de l'éthanol. Oui. Que vous mettiez du 95, du 95 de 10 ou du 98 dedans, il y a de l'éthanol. Alors sur le 98, il est sous une autre forme que l'éthanol pur, mais il y a quand même 5% d'éthanol modifié donc dedans. Pas de panique, mais voilà, on fait les chimistes, après le garagiste, le chimiste. Faites-le chez vous pour rigoler. Vous mettez carrément. Un peu d'essence dans un verre, vous mettez de l'éthanol et puis vous rajoutez de l'eau. Vous allez voir. Super. Voilà, en tout cas, la question a été posée par mail à jeparticipe@sudradio.fr. Vous mettez bien On parle auto dans l'objet du mail. Vous mettez bien sûr toutes vos coordonnées. Et c'est François qui nous a posé cette question par mail. Donc vous n'hésitez pas, ou sinon vous nous rejoignez en direct. La superbe et géniale Aude vous attend au standard au 0826 300 300. Allez, dans quelques instants, on prend le volant avec l'ami Jean-Luc.
Et attention, vous le savez, dans un peu moins d'un quart d'heure maintenant, pour reprendre le volant de vos voitures, surtout en Belgique, et qui passeront au contrôle technique, la Belgique va vérifier l'efficacité des filtres à particules au contrôle technique. On va en parler en détail dans 15 minutes dans On parle auto. Donc vous pouvez aussi nous rejoindre pour poser toutes vos questions au 0826 300 300. Mais pour l'heure, eh bien, on va prendre le volant d'une voiture qui a été entièrement redessinée, l'ami Jean-Luc, une voiture, une fourgonnette légendaire. C'est un nouveau véhicule. Oui. Alors qui s'appelle ID Buzz. Alors pourquoi ID Buzz? Alors ID déjà parce que tous les véhicules électriques Volkswagen s'appellent ID. Et alors, ID comme la... Non, rien à voir avec ID qui se balade dans les champs de coquelicots avec ses tresses. Non. Il faudrait la petite musique qui va avec. Non, c'est ID, voilà, ID. Ouais. C'est ID. Alors Volkswagen présente cet ID Buzz comme la déclinaison moderne du légendaire Combi. Vous savez, le Combi de 1950. Mais c'est pour ça que je vous disais. Ouais, voilà. Je vous disais. Ouais, alors, sauf que bon là, si l'ADN est un peu conservé, on le voit avec la peinture bicolore, le logo énorme à l'avant, et puis l'avant en V et enfin le format minivan. Le reste, c'est aux antipodes de son ancêtre. D'abord le nom, ils ont pas repris Combi, c'est dommage. Buzz, c'est parce que c'est un véhicule qui fait le buzz selon. Voilà. D'accord, ok. C'est pour ça. Voilà. C'est pas à cause de Buzz l'éclair. Ouais, okay. Non, peut-être pas, non. Un véhicule imposant à 4,71 m de long, avec un empattement qui est géant, 2,99 m. Wow. C'est la plateforme qu'on appelle MEB chez Volkswagen, c'est la plateforme 100% électrique. La première qualité, c'est l'espace à bord. On a un coffre qui me fait 1121 litres. On a des portes coulissantes, là on vient de le voir, une banquette arrière coulissante sur 15 cm. Et on a beaucoup de place avec des rangements un peu partout. La présentation intérieure, elle est agréable. Mais quand on regarde dans le détail, alors vous avez du faux bois, du faux aluminium et du vrai plastique, malheureusement, et des plastiques souvent rigides. Et puis suivant la désagréable tendance des modèles Volkswagen, il y a beaucoup de touches sensitives partout. Moi, j'aime pas ça. Sur le volant, il y en a. Et puis, il faut passer par l'écran central pour pratiquement toutes les fonctions, y compris la clim. C'est pas pratique non plus. Vous avez quand même un petit planificateur d'itinéraire, ça va intéresser du monde, qui tient compte des haltes de recharge, certes, mais qui tient compte aussi du fait que vous ayez une remorque ou pas, parce qu'on peut atteler une remorque à ce véhicule électrique jusqu'à 1000 kilos. Alors la première sensation à bord quand on conduit, c'est une incroyable sensation d'espace. On a vraiment l'impression d'être au volant d'un TGV presque. Un petit peu comme la première fois, vous vous souvenez du premier Renault Espace quand on était monté dedans. Là, pour la première fois, on se dit oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme place à l'intérieur. C'est exactement ça. En plus, on a un volant vertical, des sièges confortables. Il y a des accoudoirs. Alors de chaque côté. Pourquoi je dis des accoudoirs? Parce que vous avez un accoudoir à gauche et un accoudoir à droite sur le siège conducteur, ce qui est quand même assez rare. Avec une position de conduite surélevée, c'est plutôt confortable avec des roues de 19 pouces sur notre modèle d'essai. Il y a que sur les dos d'âne prononcés qu'on a vraiment une réaction qui est sèche. Pourquoi? Simplement parce que le bestiau, il pèse 2,5 tonnes. Alors, il faut tenir cette caisse qui est très lourde. Donc, l'ID Buzz, il parvient très bien. Ça maîtrise parfaitement les mouvements de caisse dans les virages. Et puis, c'est une voiture qui semble pas aussi lourde que ça quand on la conduit, parce que d'abord, on a un moteur qui fait 204 chevaux avec 310 Nm de couple. Ça, c'est bien. Centre de gravité qui est bas. Donc, elle est plutôt agile à conduire, mais on n'aura pas du tout envie de rouler comme ça. On a un système de récupération d'énergie qui est propre à Volkswagen, que je trouve très bien, qui est automatique, c'est-à-dire que ça tient compte en fait à la fois de la topographie de la route et du trafic. En clair, je suis sur une route toute droite, je lève le pied, je suis en roue libre, ce qui me permet d'économiser l'énergie. Si j'ai des voitures devant moi, je vais avoir plus de ralentissement, donc plus de frein moteur. Ça, c'est plutôt bien fait. C'est une voiture qui est silencieuse en dessous de 100 km/h. Au-delà, on a quelques bruits de roulement, c'est normal. Vous avez vu la taille du bestiau. Et de toute façon, elle n'est pas taillée pour l'autoroute. Pourquoi? Parce que, alors Volkswagen met en avant un CX qui est pas mauvais, 0,29, mais c'est une armoire normande. Ouais, quand même. Alors, le CX est bon, mais le maître couple, c'est-à-dire le SCX de la voiture est pas très bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à 120 km/h sur l'autoroute, on a une consommation de 30 kWh au 100. Ça veut dire rappelez l'ami Jean-Luc, CX et SCX pour ceux qui ne connaissent pas ces termes et qui écoutent Sud Radio. Le coefficient de finesse aérodynamique. Donc c'est une voiture qui est assez aérodynamique, mais c'est pas suffisant parce qu'elle est grosse. Voilà.
Donc elle a beau être fine, elle est large et haute. Donc sur autoroute, on va consommer beaucoup, 30 kWh au 100 km. Même avec la très grosse batterie de 77 kWh utile, ça fait que 200 km d'autonomie sur l'autoroute. Hein, c'est pas beaucoup. Hein. Sinon, si vous roulez normalement, gentiment, on a une consommation d'environ 20 kWh au 100 km, ça veut dire 350 km. On est quand même assez loin des 419 km qui sont annoncés hein, en cycle normalisé WLTP. Bon, chargeur interne, 11 kW, ça c'est en courant alternatif. En courant continu, on grimpe jusqu'à 170 kW, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on fait un plein de 5 à 80% en environ 30 minutes. On a aussi un système, et ça arrive de plus en plus sur les voitures, qui s'appelle Plug and Charge, on en parlera bientôt. Ça veut dire que là, je m'occupe plus d'avoir une carte, machin. Je branche la voiture sur la borne et le paiement sera automatique. Ça, c'est franchement bien. Très bien. Alors, est-ce que c'est un vrai descendant du combi Volkswagen, cet ID.Buzz? Pas vraiment. Parce que l'ancien, il était taillé pour l'aventure, on pouvait partir au bout du monde. Là, vous avez bien compris qu'avec l'autonomie, vous n'irez pas beaucoup plus loin. Le premier, il était simple, il était populaire. Celui-là, il est pas très polyvalent, il est sophistiqué et surtout, il est cher. Là, il faut rester assis combien parce que ça démarre à 57 000 €. Et comme on peut rajouter plein d'options, les portes électriques, la peinture bicolore, etc. On est presque systématiquement au-dessus de 60 000 €. Oui. Donc là, les hippies, il va falloir qu'ils cassent leur PEL hein, pour arriver à ça c'est dur. Donc, ça. On est loin. Non mais c'est là que je dis que quelque part il y a trop pris. Il y a des limites. C'est que on nous le vend comme un descendant de l'ID.Buzz, du combi qui était vraiment la voiture. Le petit van populaire pour les gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens, et aujourd'hui c'est une bagnole chère, voilà. Mais ça reste une voiture. Jean-Luc, on va être honnête. Aujourd'hui, les voitures électriques, concrètement, il y a encore pas beaucoup de gens qui peuvent vraiment se les payer. Parce qu'on va essayer, Laurent, je vais essayer une voiture chinoise dans 15 jours qui coûte moins de 20 000 €. Ah ouais, d'accord. Ah oui, ok. Une française aussi bientôt, non? Non, il faudra d'abord que les Français sachent faire des batteries. Ça, on en parlera la semaine prochaine. Les bam, on parle vrai sur Sud Radio. Je vous ai vu parce que notre ami Bastien, qui réalise cette émission avec toujours beaucoup de talent et de gentillesse et de sourire, c'est un peu la signature de cette équipe, j'adore, nous a montré des photos d'une partie, donc extrait de cet essai que l'on retrouve dans son intégralité sur la page YouTube de Sud Radio. C'est quand vous êtes allé faire cet essai et ce tournage que vous avez pris l'avion et que vous êtes revenu avec la Covid. Je suis resté 3h30 bloqué dans l'avion et que j'ai chopé le Covid. Donc l'ID.Buzz en plus. Mauvais souvenir. Mauvais souvenir. Bon, allez, hop, tout de suite. Eh bien, nous, on va vous laisser apprécier donc l'essai complet sur la page YouTube de Sud Radio et on vous accueille dans 2 secondes pour la question auditeur 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto. Et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Et tout de suite, eh bien, nous accueillons Christian qui nous a contacté il y a de cela quelques temps pour nous parler déjà d'un premier sujet, qui veut revenir nous parler d'un second sujet. Salut Christian. Bonjour Christian. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Comment ça va ? Ça va, merci. Bon rétablissement, Jean-Luc. Bah ouais, donc vous venez, vous devenez un fidèle hein, de l'émission et vous avez bien compris que vous pouvez poser toutes vos questions. On vous écoute aujourd'hui. Vous habitez où d'ailleurs ? Je suis en Alsace, du côté de Mulhouse. Hop là. Très bien. Et la Saint-Nicolas bientôt là chez vous ? Oui, oui, bientôt. Ouais, ça va être sympa. On vous écoute pour parler auto et non pas Saint-Nicolas. Donc mon appel, déjà merci de m'accueillir dans votre excellente émission. Merci. Mon appel, c'est quelque part un cri de colère. Un cri de colère face à Renault. Contre le Covid ? Pas encore. Pas encore, mais voilà, concernant une boîte de vitesse automatique. Alors, rappelez-nous un peu l'histoire. Ouais, rappelez-nous l'histoire. L'historique, j'avais acheté il y a 6 ans une Renault Clio GT 120 chevaux neuve. D'accord. Et lorsqu'elle a eu 100 000 km, j'ai suivi vos conseils, Jean-Luc, et j'ai demandé à Renault de procéder à la vidange de la boîte auto. Ouais. Et là, on vous a dit ça se vidange pas une boîte automatique. Exactement. Qu'il n'y avait aucun retour, il n'y avait aucun problème et que c'était pas nécessaire. Ouais. Donc, j'ai été voir un second garage Renault qui m'a dit la même chose. Ça me satisfaisait pas du tout, donc j'ai contacté un spécialiste de la boîte auto
qui lui m'a demandé la carte grise du véhicule et m'a confirmé qu'il n'y avait pas de vidange à faire et que voilà, c'était pas nécessaire et qu'il n'avait pas le temps et qu'il prenait pas mon véhicule. Wow. Donc j'en suis resté là, j'ai continué à rouler avec ce véhicule et lorsqu'il a eu 130 000 km qui devait arriva, j'ai eu un gros problème de boîte de vitesse. Alors donc, les vitesses ne passaient plus ou de façon aléatoire. C'est moins fluide en fait. Voilà. Et au point où à un moment, ça ne passait même plus du tout. Et j'avais un voyant moteur, enfin un voyant tableau de bord qui m'indiquait faire réviser la boîte de vitesse. Donc j'ai laissé le véhicule chez Renault. Et à ma grande surprise, le diagnostic était qu'il fallait changer la boîte auto. Coût un peu plus de 9 000 euros. Un peu plus de 9 000 euros. Aïe, 9 000 euros, donc plus que le prix de la voiture d'occasion, en fait. Ouais, pratiquement, elle valait encore 11 000. Ouais. Donc, j'ai demandé une prise en charge par Renault, et le gars m'a dit non, mais comme vous avez fait les vidanges vous-même, de toute façon, vidange moteur, qui n'avait rien à voir. D'accord, qui n'avait rien à voir avec la boîte, d'accord. Ouais, vous n'avez aucune facture de vidange, c'est même pas la peine qu'on fasse une demande de prise en charge. Donc j'ai récupéré mon véhicule et malheureusement j'ai dû la vendre pour pièces. 130 000 km, carrosserie impeccable, 6 ans. Quel gâchis. Quel gâchis, ouais. Et je reste persuadé que si la boîte avait été vidangée correctement, j'en serais pas arrivé là. Sans doute, Jean-Luc. Sans doute. C'est entre 60 et 80 000 une boîte automatique, les vidanges. Donc là, 130 000, ok. Mais quel gâchis, mais il y a des choses qui sont un peu incompréhensibles quand même. Ah ouais. Donc ça c'est le premier but, c'était déjà ce cri de colère face à Renault parce qu'ils n'ont pas été cool dans la prise en charge, dans l'entretien, dans le suivi du véhicule. Et après c'est aussi pour alerter. Christian, ça change un peu parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus, il y a plus d'un véhicule sur deux qui est vendu avec une boîte automatique. Donc les constructeurs français s'y sont mis aussi, et ils ont appris, c'est pas eux qui fabriquent les boîtes. En France, on va dire PSA pour faire simple, Peugeot, Citroën, c'est du Aisin, c'est des boîtes japonaises. Et puis sur les boîtes Renault en général, c'est du Getrack, c'est des boîtes allemandes. Et en fait, ou du ZF. Et donc en fait, les fabricants de boîtes ont mis un peu, alors je vais le dire comme ça, les constructeurs ont pas en leur disant attendez, vous êtes gentils, vous dites il n'y a pas d'entretien sur les boîtes auto, nous on fabrique les boîtes automatiques, nous on vous dit il y a de l'entretien sur les boîtes auto, et encore plus que sur une boîte mécanique. C'est vraiment essentiel de faire la vidange sur une boîte automatique. Donc le message, tout doucement, vous voyez, il passe. Il passe donc désormais, les concessionnaires Renault, quand vous allez les voir pour faire une vidange de boîte auto, ils vont plus vous claquer la porte au nez. D'autant qu'il y a des machines qui sont, parce que en plus, ce qui posait un problème pour eux, c'est que la vidange d'une boîte automatique, c'est pas comme la vidange d'un moteur. On dévisse pas un bouchon, on vide pas l'huile et on remplit pas de l'autre côté. C'est pas comme ça que ça se fait. C'est beaucoup plus complexe et si on le fait pas bien, on risque de casser à la boîte. Mais aujourd'hui, il y a des machines qui font ça automatiquement. C'est pour ça qu'ils voulaient pas prendre le risque. Oui, c'est pour ça, bien sûr. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a des machines qui le font automatiquement, donc ils ont ces machines dans les garages, donc là, il y a absolument aucun problème. On est sûr que ça sera bien fait, que la bonne quantité d'huile, puisque c'est ça en fait le point délicat, que la bonne quantité d'huile sera rajoutée à la bonne température, parce qu'il faut vidanger à une certaine température. Et donc maintenant, ils sont moins réticents sur le fait de faire les vidanges des boîtes automatiques. Mais vous avez raison d'appuyer en disant, voilà, vous avez été malheureusement victime d'une idiotie. Il n'y a pas d'autre mot. Oui. Donc on rappelle... Ça m'a coûté 9 000 euros. Ça m'a coûté 9 000 euros. C'est énorme. Donc tous ceux qui nous écoutent et qui possèdent ce genre de véhicule ou de boîte auto, faites bien attention. Donc on rappelle une vidange tous les 60 à 80 000... 60 à 80 000 kilomètres. Évidemment, plus vous faites de ville, plus il faut vidanger souvent. Ouais. Et quand on va voir notre garage Renault, notre spécialiste qui sait faire ça, quel que soit le type de garage. Aujourd'hui, même les centres auto sont équipés. Là, je parlais des machines qui font ça automatiquement. Les centres auto sont équipés pour faire ça. Bien. Donc, si votre concessionnaire il est réticent, vous allez dans un centre auto. Aujourd'hui, vous savez que les centres auto, la plupart, ils sont agréés. Donc, vous conserverez la garantie. C'est pas comme si vous l'aviez fait vous-même dans votre garage. Vous conservez la garantie du constructeur si la voiture est encore garantie. Cela dit, à 60-80 000... Pardon ? J'en étais conscient, mais voilà, j'en ai fait les frais. Ouais.
Bon, on est vraiment désolé pour vous, hein, même si Jean-Luc vous avait donné à l'époque, je me souviens, des bons conseils, mais voilà. Bon, en tout cas, merci de votre confiance et de votre présence avec nous, Christian. Autres, hein. C'est bête pour vous, mais Laurence va peut-être vous faire un chèque. Non, je peux pas. Je suis désolée. Comment ça peut être? Non, je suis désolée, je ne peux pas du tout vous aider sur ce coup-là. Je ne les ai pas. Je ne les ai pas du tout. En tout cas, on vous souhaite quand même un bon week-end. Ça, je peux le faire. Ouais, c'est gentil à vous aussi. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Christian. Au plaisir. Bon week-end à vous du côté de Strasbourg, comme tous ceux qui sont avec nous. De Mulhouse. De Mulhouse. Non, il est du côté de Strasbourg, il disait. Non, Mulhouse. Ah, c'est pas loin. Le sud de l'Alsace. Ça reste quand même dans la même région. Ouais, mais enfin, ça reste la même région, c'est l'Alsace. Yo. Oui, non, mais c'est pas tout près. On va prendre le volant pour y aller. De toute façon, on parle auto. Allez, dans quelques instants, c'est même maintenant, on va avoir le plaisir, juste après la pause, de parler de cette annonce avec la Belgique, qui vérifie désormais l'efficacité des filtres à particules au contrôle technique. Qui va pas faire rire. Ouais, à tout de suite sur Sud Radio. Et si vous nous rejoignez à l'instant, 11h48, ce samedi matin sur Sud Radio, on parle auto. Évidemment, on vous donne la parole. Vous avez une question à poser au 0826 300 300. Aude vous accueille actuellement au standard. Et vous pouvez nous écrire également par mail, je participe @sudradio.fr. Vous mettez on parle auto dans l'objet de votre mail, suivi bien sûr de votre question, de vos coordonnées complètes, et on aura le plaisir de vous accueillir à l'antenne si vous le désirez prochainement. Tout de suite, c'est un gros sujet d'importance. La Belgique vérifie désormais l'efficacité des filtres à particules au contrôle technique. Bonjour David de Regnocourt. Bonjour Laurence et bonjour Jean-Luc. Bonjour David, donc je vous avais promis quand on avait parlé d'un autre sujet avec David, ça doit faire 3 semaines, que on ferait un petit focus sur ce contrôle technique. Ouais. Alors on va juste David, donc directeur général de Sfertech, l'ami Jean-Luc, un mot sur Sfertech de nouveau, rapidement. Écoutez, on est observateur indépendant du parc roulant, c'est-à-dire qu'on a inventé ce qu'on appelle l'éco-maintenance, qui est en fait un entretien éco-responsable, qui est basé sur une innovation. C'est une analyse, un peu comme une prise de sang des moteurs. C'est une analyse de combustion 5 gaz et qui permet de détecter des maladies moteurs. Et pour les soigner, on a créé des additifs, des médicaments, si je puis dire, pour faire la relation au corps humain. Des additifs qui permettent de traiter les maladies chroniques qui affectent l'état de santé des moteurs. Voilà. Jean-Luc. Moi, on m'a fait ça cette semaine, on m'a mis un truc dans le nez, là, et puis voilà, on m'a fait un test. Revenons sur notre contrôle technique en Belgique, messieurs. Oui, alors, David, il est en place depuis quand, ce nouveau contrôle technique pollution en Belgique? Alors, juillet de cette année, ce mois de juillet, là, quelques mois, 2022. D'accord, donc on vérifie quoi par rapport à la France, pour bien comprendre? Alors en fait, en Belgique, maintenant, on compte les particules. C'est-à-dire qu'en France, pour faire assez, c'est un sujet un peu compliqué, je vais essayer de faire très simple. Sur la pollution, en France, on mesure en essence un gaz, le CO. Donc on mesure un seul gaz. Monoxyde de carbone, hein. Voilà. En diesel, en France, on mesure l'opacité, c'est-à-dire qu'en fait, on fait rentrer les gaz d'échappement en accélérant dans une espèce de chambre où il y a une lumière, et en fonction de l'obscurcissement de la lumière, on dit, la voiture, elle passe ou elle passe pas, donc l'opacité est trop forte ou alors elle est bonne. Ça, c'est le principe français. En Belgique, ils ont introduit quelque chose de nouveau, c'est le comptage des particules. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une procédure au ralenti, il y a un compteur de particules qu'on met dans l'échappement, et alors on compte les particules. À partir de 250 000 particules au centimètre cube, au-delà de ça, la voiture devrait être en contre-visite, mais comme c'est le début, ils ont laissé 2 ans de latence, donc on a le droit d'aller jusqu'à 1 million de particules, et au-delà d'1 million, là on est tout de suite en contre-visite. Mais pendant 2 ans, alors, entre 250 000 et 1 million, ça va. Préciser, 1 centimètre cube, c'est vraiment tout petit, quand on a 1 million de particules dans quelque chose qui est un peu plus petit qu'un dé à jouer. On voit la quantité de particules qui sont émises. Alors, et les résultats, ce qui est très étonnant en fait, ce qui a surpris tout le monde, c'est que alors sur les véhicules les plus récents, on est d'accord, ça passe sans trop de problèmes. Bien. Ouais. Alors en fait, c'est là où on découvre que la combustion c'est un équilibre instable et que finalement, ce sujet va nous permettre d'introduire la problématique de l'éco-maintenance au secours des zones à faible émission en France. Ça va vraiment nous aider parce que. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des filtres à particules qui, lorsqu'ils sont partiellement colmatés, arrivent finalement à boucher mieux
les particules dans l'échappement, ce qui fait que ça devient l'arbre qui cache avantageusement la forêt. C'est-à-dire que la voiture marche moins bien, mais il y a moins de particules. Ah oui. Et des fois, on met des filtres à particules neufs, et en fait, pendant 1000 km, ils sont pas efficaces, donc on a 1,5 million, 2 millions de particules. Alors qu'en réalité, il faut rouler pour que ça s'agglomère à l'intérieur. Et ce qui fait qu'on rencontre un peu tout et son contraire. On a des Euro 6, ça passe bien. Les Euro 5, c'est assez variable. Enfin, c'est du coup pour la profession. Ouais, et David, moi je peux le dire parce que je suis marié avec personne. Ouais. Dans les Euro 5, il y a des véhicules qui passent bien. Alors on va en parler. Hein. Celle du groupe PSA, ça passe plutôt pas mal. À l'inverse, les Renault passent plutôt pas mal. Et à l'inverse, il y a des modèles, par exemple chez Ford, il n'y a rien qui passe. Oh là. Ouais, c'est assez problématique parce qu'effectivement, factuellement, il y a de nombreux cas où des gens sont revenus et ça passe toujours pas. Mais au-delà de ça, excusez-moi tous les deux, mais ça remet carrément en cause la qualité de ces fameux filtres. Oui, il y a ça, effectivement, il y a ce problème-là. Et puis il y a un autre phénomène, c'est le fait que le cendrier, c'est une chose, mais on peut vider le cendrier d'une voiture, mais il faut arrêter de fumer. Donc en fait, pour la profession, c'est totalement un changement de paradigme au niveau de la maintenance, parce qu'ils vont devoir s'occuper finalement dans les garages de connaître quoi faire sur un véhicule qui pollue, alors que pendant des années, tout le monde s'en foutait, quoi. Ouais. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de cet exemple belge? Alors, vous allez nous dire, on s'en fiche en Belgique. Ben non, pas du tout, parce que la France a décidé, alors pour l'instant, c'est pas rentré en vigueur, mais c'est dans les textes de loi, de modifier le contrôle pollution des véhicules et de faire un contrôle plus poussé. Et normalement, ça devrait entrer en vigueur. Alors, peut-être pas tout de suite, mais c'est dans le tuyau. Oh là là. Alors c'est sûr que ce qui est un peu dommage, et nous on va tenter de remonter au créneau auprès de la ministre de l'écologie, Agnès Pannier-Runacher, c'est que en fait il existe une solution toute faite dans la loi qui a été votée depuis 2015, qui est une solution pour finalement venir au secours des usagers par rapport à la problématique des zones à faible émission dans 2 ans. Oui. Ouais. En fait, je peux m'expliquer là-dessus. Soyez clair, oui. Voilà. Je vous laisse 30 secondes. En fait, il y a l'erreur qui est commise par les politiques, parce qu'en fait, ils ne savent pas que la solution existe, c'est de croire qu'un véhicule reste dans l'état de sa prime jeunesse. C'est-à-dire que la combustion, elle est instable, et en fait, un véhicule Euro 5 qui pourrait rentrer en zone à faible émission, peut polluer plus qu'un véhicule Euro 4 qui serait en bonne santé. C'est-à-dire que nos bases de données... l'entretien est essentiel, on le comprend, oui. Et voilà, en fait, un véhicule qui... je prends un exemple tout bête, on prend 300 Clio, on en a les 50 premières qui sont à l'optimum de leur rendement, et puis imaginons que les 50 dernières, elles font pas d'entretien, les gens nettoient pas les injecteurs, ils font des petits parcours, elles sont pas à l'optimum. Eh bien, on est capable par la maintenance de ramener les brebis égarées dans le top 50 des premières. Et du coup, j'ai envie de dire qu'une Clio Euro 5 en dérive pollue plus qu'une Euro 4 qui n'aurait pas le droit de rentrer en zone à faible émission, alors qu'elle serait... Ce que vous proposez, David, c'est de mesurer finement la pollution au contrôle technique et d'autoriser les véhicules qui finalement ne polluent réellement pas. Parce que là, pour l'instant, les vignettes critères, c'est du bidon. C'est ça. Exactement. Alors, si je peux me permettre de revenir sur l'exemple belge, il y a un autre projet belge qui est côté wallon. Alors, pour les auditeurs, c'est rigolo parce que le Parlement belge, on l'appelle l'Elysette. C'est rigolo, c'est à Namur. Et en fait, ils ont un projet suivant ce qu'on vient d'expliquer pour une vignette dérogatoire qui serait délivrée aux usagers pour pouvoir entrer en zone basse émission. Donc, c'est une vignette dérogatoire qui durerait 1 an. Donc, les usagers auraient recours à un éco-diagnostic. Dès l'instant où la voiture est dans le rouge, il pourrait avoir recours à quelques petites opérations de rénovation énergétique, qui pas très coûteuses, mais qui permettraient à ces usagers de finalement rentrer, parce que socialement ils se disent ces voitures ont été vendues avec des bonus écologiques à l'époque, il faut aider les usagers dans une transition pour les accompagner, ils ont des crédits qui se terminent, des fois c'est un premier job, enfin voilà quoi. Ouais, mais ça veut dire quoi, Jean-Luc, pour conclure rapidement, ça veut dire que tout ce qu'on nous a dit jusqu'à présent n'est pas complètement vrai, ça veut dire que les voitures qu'on empêche de passer sur les fameuses ZF
ZFE, certaines peuvent le faire, aujourd'hui que même les plus pollution... modernes seraient presque plus polluantes que les anciennes quand elles sont bien entretenues. Exactement. Ça veut dire qu'on ne sait pas. C'est surtout ça. Ça veut dire que les constructeurs ont tellement triché, il y a tellement eu de technologies différentes, de choses différentes, et les critères d'homologation étaient tellement laxistes qu'aujourd'hui on est incapable de dire en fonction de l'année de commercialisation de la voiture si elle pollue ou pas. La seule solution pour le savoir, c'est de la mesurer, et on mesure à ce moment-là toutes les voitures, et celles qui polluent pas, on les laisse circuler, peu importe la date de commercialisation. Exactement. Ce serait quand même juste une solution qui tombe sous le bon sens, en fait. Merci beaucoup, David de Regnecourt. On aura le plaisir, j'espère, on aura l'occasion d'en reparler, je pense. Et de vous inviter directement en studio et puis d'ouvrir le standard pour des questions aussi de nos auditeurs, parce que c'est très intéressant, puis c'est carrément d'actualité. Directeur général de Sphère et Tech, appelez Sphère comme une sphère, et Tech T-E-C-H, si vous voulez les rechercher sur Internet. Dans quelques instants, avec retard, le retour de l'info, et puis évidemment, on continue, on parle auto avec vous. Sud Radio. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. On parle auto jusqu'à 13h avec un gros sujet. Restez avec nous, vraiment. Ce sera avant la fin de l'émission. Évidemment, ça paraît logique. Sur la hausse des prix du carburant, où en est-on hier, aujourd'hui et demain? Et on va déchiffrer pas mal de choses. Mais il sera aussi question des amoureux des voitures de collection, l'ami Jean-Luc. Oui, on va voir qu'on pourra faire beaucoup plus rapidement qu'auparavant un dossier pour passer en carte grise de collection. On rappellera rapidement quels avantages pour les voitures en carte grise de collection et quels véhicules sont éligibles justement à cette fameuse carte grise de collection. Et puis on verra que la FFVE est très dynamique, ça c'est la Fédération française des véhicules d'époque. Ils ont fait aussi un petit club. On va s'inscrire, Laurence. Oui, je suis assez d'accord. Et puis nous allons aussi parler de pneus avec vous, et vous qui nous joignez au 0826 300 300 ou qui nous avez envoyé une question par mail. Je participe @sudradio.fr. Je le répète souvent, mais c'est un petit peu normal parce que des fois on reçoit des mails où on ne sait pas qui est qui. Vous mettez bien On parle auto dans votre objet du mail et vos coordonnées complètes, dont vos numéros de téléphone. Tout de suite, c'est une question qui nous arrive pour parler pneus et c'est Claire que l'on va accueillir dans quelques instants. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Et un petit coucou également en passant à la communauté de l'émission On parle auto sur la page Facebook de Sud Radio, où il y a Stéphane qui est là, Catherine aussi qui nous raconte des petites choses. Stéphane fait beaucoup d'humour, il y a Aouche qui est arrivé aussi, il y a Adil qui est là, et il y a beaucoup de monde comme d'habitude. Vous êtes toujours les bienvenus aussi sur cette page Facebook de Sud Radio où vous parlez beaucoup entre vous et c'est toujours très agréable à regarder. Bonjour Claire. Oui, bonjour. Merci d'être avec Claire. nous. Écoutez, je suis ravie. J'espère que vous allez pouvoir répondre à ma question. Oh, il y a de fortes chances tout de même. Vous savez, Je pense qu'on a un petit génie là avec nous et on en a deux pour le prix d'un parce que je crois que votre question, on va accueillir Dominique Stemfel, président du syndicat des professionnels du pneu, qui pourra y répondre. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Et Claire, bonjour on Claire. vous écoute. Et bonjour Claire. Dominique. Alors voilà, j'ai une question concernant des montes pneumatiques pour Zoé. Puisqu'en fait, j'étais intéressée pour acheter une Zoé, mais alors au niveau des pneumatiques, c'est très étrange. Puisque sur une R135 intense montée en 17 pouces, dans la portière, elle n'est homologuée que pour du 17 pouces. Et puis, sur une même voiture, tout à fait identique, même année, R135 intense, montée, elle, en 16 pouces, eh bien, on peut la monter en 16 pouces et en 15 pouces. Donc en fait, du coup, on se retrouve avec des choses un peu bizarres pour ces Zoé R135. Est-ce que celle qui est montée en 17 pouces, elle est homologuée quand même pour du 15 et du 16 pouces? Et est-ce que une 15 et 16 pouces, je peux la monter en 17 pouces? Alors ouais, ma question... Est-ce qu'on peut avoir voilà. Alors, excusez-moi, mais là, je vais être très honnête avec vous, Claire. Il va falloir, l'ami Jean-Luc, que tu décrives un petit peu, parce que moi, tous ces chiffres, là, je suis complètement paumé maintenant. Oui, non, mais alors, la vraie question que je voulais poser à Claire, moi, c'est vous vouliez privilégier quoi comme monte pneumatique? Des roues plus petites confort, avec donc le confort, elle dit Claire. le Voilà. confort, Là, donc ça des me roues de cause 15 pouces. Parce que quand on a une roue qui est plus petite, on a le diamètre du pneu, enfin global de la roue, c'est le même. Mais si la jante est plus petite, on a un pneu avec un flanc d'air plus haut et donc c'est plus confortable. D'accord. Voilà. Donc c'est plutôt du 15 pouces que vous voulez privilégier.
Voilà, 15, voire 16. Mais c'est vrai que 16. quand on voit dans les portières la façon dont c'est fait, on ne sait pas si les véhicules sont homologués pour une autre taille ou pas. Ah ben voilà, et c'est là que Dominique arrive. Vous savez quoi, on va le savoir. Dominique. Dominique Stemfel, président du syndicat des professionnels du pneu. Oui, alors d'abord, ce que je suggère à Claire, c'est de regarder sur un livret de bord d'un véhicule. Et là, sur le livret de bord, il y a l'ensemble des dimensions qui sont homologuées pour ce véhicule. Donc, en fait, le panel est plus large que celui qui est manifestement indiqué sur la portière. Voilà. En l'occurrence, la Zoé que vous avez vue, elle est en 215 45 17. Et c'est une option. La voiture, elle est montée d'origine en intense 135, en 195 55 16. Donc dès le moment où il y a une homologation d'origine sur le véhicule, vous pouvez effectivement la monter en 16 pouces. Et de préférence, effectivement, si vous privilégiez le confort, vous pouvez donc la commander ou l'acheter en 16 pouces. Alors il y a également une notion de confort, mais il y a aussi une autre notion qu'il faut prendre en compte. C'est le coût du remplacement des pneus, puisque un 215 45 16, c'est un pneu qui est plus technique que le 195 55 16. Pardon, 215 45 17 est plus technique que le 195. Que le 195 55 16. Donc il est plus cher, il est même beaucoup plus cher. Ouais. Il y aura une interro pour Laurence parce que je sens qu'elle est un peu perdue. Donc on lui demandera, Laurence, alors à la fin, on peut monter quoi sur la Zoé R135 Non mais je vais être très honnête parce qu'on parle vrai sur Sud Radio. Je me mets à la place de ceux qui arrivent sur l'émission et qui entendent 195 16 et machin. Et je me dis mais non mais Laurence, c'est facile. Je résume. Oui parce que sinon je vais décrocher. Plus on a une jante petite avec un pneu avec un flanc haut, plus c'est confortable. Et plus le pneu il est large, plus on va consommer. Donc on a intérêt à avoir des roues plus petites. Voilà. Oui, non mais ça j'ai bien compris, mais après et sur un véhicule électrique, c'est stratégique, c'est l'autonomie. D'accord, mais voilà, il ne faut pas hésiter à donner des exemples comme vous venez de le donner pour tous ceux qui, comme moi, ne s'y connaissent pas beaucoup en pneus et écoutent l'émission. Alors je vais ajouter une chose, Jean-Luc, si vous permettez. Ce qui est important en fait, c'est le diamètre extérieur de l'ensemble pneu roue qui doit être strictement identique puisqu'en fait toute la chaîne cinématique en dépend. Et donc, à l'intérieur, en fait, de cet ensemble, on a soit plus de pneus quand on a une grande jante, donc plus de pneus et moins de roues. Et si on choisit un pneu bas, on a moins de pneus et plus de roues. Mais ce qui est essentiel, en fait, pour l'équilibre du véhicule, c'est le diamètre extérieur ou la circonférence du pneumatique. D'accord. Pour Claire, pendant qu'on y est là et qu'on arrive dans la saison plus froide, est-ce qu'il y a des montes en pneus 4 saisons ou en pneus hiver qui sont prévues pour la Zoé ? Alors, il n'y a rien de prévu spécifiquement pour la Zoé. Il y a en fait peu aujourd'hui de pneumatiques spécifiques développées pour les véhicules électriques. Donc, en fait, ce sont les pneumatiques standards qui se trouvent très couramment dans le commerce, en particulier 195 55 16. C'est un pneu qui est assez courant. Et donc, là, en l'occurrence, c'est un pneumatique qui sera trouvé dans les gammes standards. Mais comme d'habitude, Jean-Luc, c'est une bonne question. D'une manière générale, en pneumatique hiver, on a intérêt à privilégier, pour améliorer la traction, on a intérêt à privilégier des pneus étroits. C'est ce qu'on voit en rallye. Les pneumatiques hiver sont très très étroits. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'acheter des pneumatiques hiver. Moins ils sont larges et mieux c'est. Mais il faut impérativement respecter d'une part la circonférence de roulement, donc il y a des outils qui existent ça pour comparer. Il faut également impérativement respecter l'indice de charge. Alors ça c'est absolument légal parce qu'en cas d'accident avec une voiture qui a un indice de charge pas convenable, l'assurance ne couvrira pas. Et puis on a également une petite subtilité. Si on utilise un indice de vitesse inférieur à celui d'origine, il faut, la loi exige qu'on mette sur le tableau de bord un petit rappel qui indique la vitesse limitée des pneumatiques hiver. D'accord. Oui. Mais Dominique, juste pour rigoler, les pneumatiques hiver aujourd'hui, ils dépassent tous pratiquement 210 km/h. Donc c'est un peu rigolo de mettre sur son tableau de bord. Attention, vitesse limite 210 km/h, non ? De toute façon, tous les pneumatiques qui sont commercialisés dépassent les 130 km/h, qui est la limite maximale autorisée. Et voilà. Mais bon, c'est la loi. Et comme on doit parler vrai, il me semblait important de vous signaler cette subtilité. Très bien. Claire, est-ce que vous avez votre réponse, vous qui nous avez contactés ?
Je vous remercie tous. Donc, ça veut dire que globalement, cette information de montre pneumatique, je peux la trouver sur le carnet de bord du véhicule. Oui, sur le carnet de bord du véhicule, chez le, chez le concessionnaire, et puis également sur le net. D'accord. Vous avez plein d'informations. Ouais. Claire, écartez un petit peu votre bouche du combiné, s'il vous plaît. Pardon. Il n'y a pas de souci. On vous écoute. Et d'autre part, vous avez commencé une phrase. Je vous écoute pour la suite. Oui, je voulais savoir si les boutiques, les centres de contrôle technique pouvaient aussi répondre à ces questions-là. Alors non seulement ils peuvent répondre à cette question-là, mais ça fait partie des points de contrôle technique. La dimension du pneumatique fait partie des points de contrôle, et un véhicule qui est équipé avec une mauvaise dimension ou un mauvais indice de charge, comme je disais tout à l'heure, là va faire l'objet d'une contre-visite, et même, en l'occurrence, d'une défaillance critique, c'est-à-dire que ça implique l'immobilisation immédiate du véhicule. D'accord. Il y a Catherine sur Facebook, là, sur la page Sud Radio de Facebook, qui dit la Dodoche avait des pneus super sur la neige. Oui, alors c'est vrai, mais aujourd'hui, on comprend mal qu'on soit obligé de monter des pneumatiques hiver pour rouler en hiver, parce qu'effectivement sur les voitures anciennes on roulait avec des petites dimensions. Alors d'abord c'était pas du tout les mêmes pneus, ils avaient des adhérisations transversales qui permettaient d'apporter du grip, et aujourd'hui quand vous regardez un pneu sur une voiture moderne, vous apercevez en fait que ce sont des grandes lignes sans adhérisation transversale, et sont des pneus qui sont extrêmement larges. Donc en fait, sur chaussée glissante, c'est pas du tout la bonne configuration. Donc en fait, c'est un peu aussi les véhicules modernes exigent beaucoup plus de pneumatiques hiver que les pneumatiques anciens. Ça c'est clair. En tout cas, merci. Alors pour revenir à la 2 chevaux, je vais vous raconter quelque chose que vous n'allez pas écouter, mais au début de ma carrière, je me souviens d'être allé travailler très tôt le matin à la radio avec de la neige sur la route, et j'étais avec la 2 chevaux et je faisais 20 fois le tour de la place de l'Étoile en glissade avec la 2 chevaux. C'était juste génial. J'étais tout seul dans la neige. Moi j'ai appris sur ma première voiture était une Dodoche en pleine neige aussi en Normandie à l'époque. Je me souviens, je m'éclatais dans les petites routes de campagne. Ça tenait la route, c'était un truc de fou quoi. Bon, la 2 chevaux c'est partout, ça c'est sûr. C'est ça. Mais en tout cas voilà, soyez prudents, attention. Nous sommes faut pas peut-être pas faire des choses comme ça maintenant avec les voitures d'aujourd'hui. Bon on vous embrasse, Dominique Stemfel. Si Claire veut plus de précision, elle suit la filière habituelle et ça revient vers moi et je lui répondrai avec précision si nécessaire. Président du syndicat des professionnels. Merci Dominique et merci à tous. Merci Claire. Merci. On vous souhaite un bon week-end. À l'écoute de Sud Radio, bien sûr. À suivre notre rendez-vous Classic Cars, et on va effectivement parler de ce que la FFVE, la Fédération française des véhicules d'époque, qui annonce la dématérialisation des demandes de cartes grises de collection. Et merci de nous rejoindre si vous venez d'arriver sur l'antenne de Sud Radio. On parle auto avec vous jusqu'à 13h. Dans quelques instants, nous allons évoquer ce sujet, hausse des prix du carburant. Où en est-on? Puisque vous l'avez constaté, depuis mercredi de cette semaine, la remise à la pompe accordée par le gouvernement a baissé de 30 à 10 centimes. On va développer ce sujet d'importance. Où en est-on et que va-t-il nous arriver sur le coin du nez demain? Mais tout de suite, on va parler de véhicules de collection avec Jean-Louis Blanc, qui est président de la Fédération française des véhicules d'époque. Bonjour Monsieur Blanc. Bonjour. Bonjour Monsieur Blanc. Bonjour. Alors, on va parler de cette fameuse dématérialisation des demandes de carte grise de collection. Peut-être rappeler rapidement la carte grise de collection, qu'est-ce que c'est? Alors la carte grise de collection, c'est un document qui est délivré par l'État, qui est une carte grise spéciale pour les véhicules de collection. C'est la carte grise qu'obtiennent les véhicules de plus de 30 ans lorsqu'ils sont en parfait état, conformes à l'origine, et lorsqu'ils souhaitent passer en collection. D'accord. Très bien. Donc pour obtenir cette carte grise de collection, il faut une attestation. C'est une attestation de datation, c'est-à-dire qui atteste l'âge du véhicule et qui atteste surtout la conformité à son état d'origine. Alors juste une chose, Jean-Luc, avant de continuer, est-ce que vous avez mis votre téléphone en haut-parleur, Jean-Louis Blanc? On vous entend mal. Ouais.
Ah bon, vous m'entendez mal? Est-ce que vous êtes mis en haut-parleur ou pas? Non, je ne suis pas en haut-parleur là. Est-ce que vous avez mis du coton autour de vous? Bon, écoutez, ça va aller. Essayez de pas trop bouger. Oui, donc on reprend. Alors, la carte grise de collection, il y en a de plus en plus, hein, parce qu'elle a de nombreux avantages, en particulier un contrôle technique tous les 5 ans. On n'est pas soumis aux restrictions de circulation avec les ZFE. Enfin bon, bref, c'est du cas par cas, mais la plupart du temps, c'est comme ça. Vous aviez 35 000 demandes par an, c'est ça, hein? Voilà, oui. Ah oui. Et ça augmente? C'est quelque chose qui augmente régulièrement? Oui, c'est régulièrement croissant, mais c'est pas non plus une explosion de demandes. Hein. Oui, d'accord. Et on peut la demander à partir de quel âge? Oui, c'est un flux assez régulier qui augmente légèrement. Oui. On rappelle l'âge, Jean-Luc, de la voiture? C'est 30 ans. 30 ans. C'est 30 ans. Comme dans la plupart des moi, pays pour avoir rempli de multiples dossiers de demande auprès de la FFVE, c'est vrai qu'à chaque fois, ça nécessitait de faire des photos du véhicule, de scanner tous les documents, de faire des copies et d'envoyer tout ça par courrier. C'était, allez, on va le dire, lourdingue hein, quand même. En plus, on n'était pas à l'abri de la perte d'un document dans le transfert. Donc aujourd'hui, on va pouvoir le faire comme on le fait pour une demande de carte grise classique. On va pouvoir le faire en ligne. C'est ça la nouveauté. C'est-à-dire que ce qui est dématérialisé, c'est la demande d'attestation, c'est-à-dire le fameux dossier dont vous parlez, qui aujourd'hui est transmis par la poste, qui est souvent incomplet, qui fait des allers-retours par la poste, sera transmis par dématérialisé, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus tous ces allers-retours, il sera forcément complet, puisque la demande ne pourra être examinée que si le dossier est complet, comme c'est le cas aujourd'hui, mais aujourd'hui il y aura des allers-retours souvent que le dossier est incomplet. On a vraiment du mal, Jean-Louis. Jean-Louis, on vous entend vraiment très très mal. Est-ce que vous avez un fixe? Allô, vous m'entendez vraiment très mal? Disons qu'il y a des fois ça va bien, puis il y a des fois vous disparaissez. Mais je ne bouge pas, pourtant, excusez-moi. Je suis... Bon, attendez, donc le dossier, ce qui est dématérialisé, c'est la demande. Hein. C'est-à-dire que ça va simplifier les relations entre le collectionneur, qu'il soit particulier ou professionnel, et l'équipe d'analystes que nous avons pour analyser les dossiers. Ce qui ne va pas changer, c'est qu'il faut quand même, bien sûr qu'on conserve cette équipe d'analystes qui sont des spécialistes et qui examinent au cas par cas chaque dossier pour vérifier. Voilà. Oui. Mais et puis il y a une étape préalable, on est d'accord, parce que tout à l'heure on disait 30 ans, mais il faut que le véhicule soit dans son état d'origine. Il y a tout un tas de critères qu'il faut respecter. Et ça, avant de remplir le dossier, il faudra continuer à envoyer des photos du véhicule. J'imagine. Bien sûr, oui, ça ne change pas. Les critères d'éligibilité ne changent pas. Ce qui change, c'est la relation entre le demandeur et la fédération qui sera beaucoup plus simple et plus rapide. Hein. Et puis, ça permettrait également un paiement en ligne, parce qu'actuellement, il y a un paiement par chèque, donc il y a 38 000 chèques qui... Voilà, vous comprenez, c'est une modernisation de la démarche, quoi. Mais ça ne change pas le fond. Hein. Oui. Il faudra quand même envoyer des photos, des choses comme ça, de toute façon. Bien sûr, oui. Mais c'est dématérialisé. Voilà, c'est dématérialisé. Alors, on a fait attention parce que le tarif restera le même, hein. C'est quoi, 60 € et 30 € pour les cyclomoteurs? Ça ne change rien. On a fait ça avec beaucoup de précautions parce que le dossier, comme je vois que vous êtes familier, est compliqué quand même. Hein. Il faut tout c'est compliqué. Voilà. Donc, on a fait de très nombreux tests avec des particuliers choisis, des collaborateurs, des bénévoles, pour que ce soit simple, quoi, pour que ce soit facilement compréhensible. On a fait deux campagnes de tests à deux moments de l'élaboration du programme sur la protection des données personnelles, puisqu'il y a forcément des données personnelles. Voilà. Donc tout ça a été testé, et puis on le fait progressivement, c'est-à-dire que pour l'instant nous en ouvrons la possibilité à nos adhérents professionnels, mais qu'à nos adhérents pour l'instant. On va mettre au point vraiment l'affaire avec eux, puis à l'ensemble des professionnels, puis lors de Rétromobile, je pense en février, on ouvrira ça à tous les collectionneurs. Mais ce sera vraiment rodé déjà, vous voyez. On ne se lance pas dans une modification de nos relations brutale, totalement informatisée tout de suite, parce que je pense que ça pourrait déplaire. Les délais actuellement, ils sont de combien et ça va réduire de combien? Le délai actuellement, il y a un traitement privilégié, plus rapide pour les professionnels, qui est de l'ordre d'une semaine. Et puis pour les particuliers, c'est entre 5 et 6 semaines actuellement. D'accord. Et le coût? Voilà. Le coût, c'est toujours pareil, c'est 60 €. Hein. 60 € pour les véhicules et 30 € pour les Donc ça devrait réduire, si vous voulez, ce
Ce qui va être réduit, c'est les allers-retours de dossiers incomplets surtout. C'est la réception des dossiers, l'ouverture des dossiers. Ce sont des monceaux de papier au total, hein, vous imaginez. Donc tout ça va être réduit, ça va faciliter beaucoup le travail dans nos bureaux, mais ça n'enlève pas, encore une fois, l'analyse dossier par dossier par un spécialiste. Hein. Ça, tous les analystes. Oui. Voilà. On a bien entendu. Super. Voilà. Merci. Voilà. Jean-Luc, pour se conclure. Jean-Louis Blanc, vous avez alors bon, on a compris que ça va faciliter la vie de ceux qui veulent passer les voitures en carte grise de collection. Vous avez créé aussi parce que ça bouge beaucoup à la FFVE. Écoutez, c'est très actif. Les amis de la FFVE, expliquez-nous ce que c'est. Ce sont ceux qui nous aiment. Ce sont. Moi, par exemple, je peux être une amie, en fait. Oui, madame. Ah. Mademoiselle. Si vous voulez que nous restions amis. Mais attendez, vous savez, nous sommes une fédération de clubs. Hein. Nous sommes une fédération de clubs et de professionnels. Et ça ne change pas. Ce sont nos statuts. Ce sont les clubs qui ont fondé la fédération. Ce sont eux qui sont élus comme administrateurs. Ce sont eux qui sont nos bénévoles. Enfin, tout ça, c'est une fédération de clubs. Mais Jean-Louis, j'ai 11 véhicules de collection de marques différentes. Donc, je peux pas être adhérent de 11 clubs. C'est pas possible. Bien sûr. Par contre, vous pouvez devenir peut-être un ami si vous avez 11 véhicules. On va regarder votre cas. Ça va. Je pense que pour conclure, là, il nous reste à peine 20 secondes. Non, c'est pour soutenir notre cause. Il y a énormément vous savez, l'ensemble des clubs adhérents, c'est peut-être 40 000 collectionneurs, et il y a 30 000 collectionneurs en France. Il y a 300 000 collectionneurs en France. Donc il y a énormément de soutien. Nous avons besoin d'énormément de soutien pour continuer à promouvoir le véhicule de collection, à défendre notre droit à rouler, à défendre notre patrimoine. Et en fait, c'est pour élargir notre base de soutien. Et on vous retrouve évidemment sur Internet, FFVE, Fédération Française des véhicules d'époque. Merci beaucoup, Jean-Louis Blanc. 30 € la cotisation annuelle pour les clubs. Non, pour les individuels, c'est ce que je mets sur la feuille. C'est presque anecdotique et tellement symbolique et ça aide tellement. On vous embrasse et on vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Même si 30 €, évidemment, ça reste une somme aussi. Allez, dans quelques instants, puisqu'on parle d'euros qui passent dans le prix du carburant, la hausse des prix du carburant. Où en est-on? C'est un gros sujet que l'on vous propose dans moins de 3 minutes sur Sud Radio. On parle auto et on parle vrai. Et nous voici arrivés dans la dernière demi-heure d'On parle auto. Avec vous le savez, ces différents moyens que vous avez pour pénétrer l'émission et pour nous rejoindre, poser vos questions, interagir, soit à la page Facebook de Sud Radio, où vous êtes nombreux à même échanger entre vous, soit au téléphone avec Aude qui vous accueille au 0826 300 300, soit par mail, jeparticipe@sudradio.fr, en mettant bien On parle auto dans l'objet. Et vous pouvez retrouver toutes les émissions de Sud Radio sur la page YouTube. Alors là, c'est un gros sujet que a voulu notre ami Jean-Luc et pour lequel j'ai abondé puisque ça nous concerne tous. Hausse des prix du carburant, où en est-on? On va en parler, Jean-Luc, avec nos invités. Aude Fischer de carbu.com. Bonjour Aude. Bonjour Aude. Oui, bonjour. Et puis nous avons aussi Jean-Luc. Olivier Gantois, président d'UFIP Énergie et Mobilité, qui va arriver d'ici quelques instants. Gros sujet d'actualité, Jean-Luc. Oui, on a vécu un mercredi noir, on va l'appeler comme ça cette semaine. Même un mardi noir, même la veille, c'était terrible. C'était mercredi en fait, c'est mercredi à 0 h que la remise à la pompe du gouvernement est passée de 30 à 10 centimes d'euros par litre. Oui, mais les queues aux stations-service pour profiter des dernières heures, elles ont été terribles. Et puis chez Total, la remise est passée de 20 à 10 centimes d'euros. Bon, résultat des courses, est-ce que réellement les prix ont augmenté dans les stations Total de 30 centimes à la pompe et de 20 centimes chez les autres pétroliers? C'est pour ça que j'avais contacté en fait Aude Fischer, puisque eux ont une vision globale des prix sur le marché. Aude, vous avez fait un petit point en fin de semaine pour savoir globalement, à une semaine d'écart, quelle était la tendance et les prix moyens des carburants sur le marché français? Oui, voilà, on a fait un point pour voir un peu quelle était la tendance sur les marchés français. Alors, pour rappel, carbu.com suit les prix affichés dans les stations-service en fonction des prix qui nous sont transmis par les exploitants et ainsi que par les utilisateurs. Nous confrontons aussi la base de données du gouvernement. Donc, nous avons tous ces prix afin de tirer un prix moyen. Donc, on est bien d'accord que on parle de prix moyen et non pas de prix par station. Et
effectivement, on a observé donc depuis la baisse de la ristourne que les prix sont à la hausse. Alors, je vais tempérer parce que heureusement, quelque part, la conjoncture actuelle sur le prix du pétrole brut cette semaine était en baisse. Donc, en fait, on a effectivement une augmentation forcément des prix puisque techniquement, la ristourne a diminué et donc on a des prix qui vont augmenter. Mais l'augmentation est pas aussi importante que celle qu'on attendait. C'est-à-dire on n'a pas 20 centimes d'augmentation. Alors, elle est pas aussi importante, effectivement. Donc on n'est pas à 20 centimes. Alors faut pas se leurrer non plus. Augmentation il y a. Elle est un petit peu plus forte sur la 95 que sur le gazole. Donc ça, on observe en effet comme le gazole avait fortement augmenté par rapport à la 95. Ici, l'augmentation est moins forte. Moins forte. On la supporte de façon plus douce au niveau du gazole que sur la 95 par exemple. Mais donc, on tourne avec des augmentations qui sont pour l'essence d'environ 9% depuis ce fameux mercredi et d'environ 4,5% pour le gazole depuis le fameux mercredi. Vous disiez, Aude Fischer, que le prix du baril était moins cher. Est-ce que du coup, ça a un peu temporisé cette hausse qu'on attendait? Oui, tout à fait. Effectivement, c'est ce que j'explique, c'est que ça a temporisé. Donc on a oui. Aude, aujourd'hui, pour mettre des vrais chiffres, le prix moyen d'un litre de super samplon 95, c'est combien? Et le prix moyen d'un litre de gazole, c'est combien? Le prix moyen en France? Alors, le prix moyen que nous avons donc dans notre base de données, on est pour l'essence samplon 95, on est à 1,82 €. Et pour le gazole, on est à 1,92 €. Donc, ce sont des prix, quand on observe les courbes de prix que nous avons établies, ce sont des prix qu'on retrouve au début du mois de septembre. Donc, on se retrouve au même type de prix qu'au début du mois de septembre. D'accord. En sachant qu'on a encore de toute façon 10 centimes d'euros par litre accordés par l'État jusqu'à la fin de l'année et que Total continue à accorder 10 centimes. Donc les prix que vous nous avez donnés là, ils doivent être inférieurs d'environ 10 centimes dans les stations Total. C'est-à-dire aux alentours d'1,72 € et 1,82 € dans les stations Total. D'ailleurs, j'en profitais tous les deux pendant que je vous écoutais avec beaucoup d'intention d'aller faire un petit tour sur le site de carbu.com. C'est très très bien fait. Vous mettez votre localisation et il vous donne les stations de prix de tout le monde, y compris et en vert, celles qui sont les moins chères. Un exemple, il y a une station Total Access qui est à 1,51 pour le samplon 95 sur la région parisienne au sud, alors qu'à 2-3 km au-dessus, à peine, on est à plus de 2 €. Donc ça vaut le coup d'aller voir sur le site. Sérieux, on fait des économies. On va et le fait aussi que désormais les raffineries soient toutes ouvertes, ça va peut-être réactiver la concurrence, puisque pendant un moment, certaines stations-service ont dû profiter de la pénurie pour augmenter légèrement les marges. Nous accueillons Olivier Gantois, Jean-Luc également, qui est avec nous, président du FIP Énergie et Mobilité. Et Mobilité. Olivier, il y a une question qui me vient tout de suite à l'esprit quand on voit les prix moyens des carburants. 1,82 pour le samplon 95, 1,92 pour le gazole. Pourtant, le gazole est moins taxé en France. Comment ça se fait que le gazole reste plus cher que l'essence? Ça, c'est un phénomène qu'on observe presque depuis le début de la guerre en Ukraine. En effet, l'Europe et la France sont fortement importatrices de gazole. Et en 2021, pour ce qui concerne la France, 30% des importations de gazole sont venues de Russie. Et du coup, si vous voulez, il y a eu un double phénomène depuis le début de la guerre en Ukraine, donc depuis le mois de mars 2022. C'est le fait que le marché du gazole est étendu
bien que la Russie continuait à produire son gazoil, mais le marché a été tendu et au moment où l'embargo a été décrété par l'Union européenne début juin, donc embargo sur le pétrole brut qui sera vraiment effectif début décembre, donc dans 2 semaines, et sur le gazoil, l'embargo sera effectif complètement début février 2023. Au moment où cet embargo a été décrété, les marchés ont réagi de façon nerveuse, on va dire, et les différentiels sur le gazoil se sont encore accrus, alors que sur le sans-plomb, aussi bien la France que l'Europe sont autosuffisantes, donc on n'a pas besoin de sans-plomb qui vient de Russie. D'accord. En France, on consomme, c'est quoi, 75% de gazole, c'est ça? Tout à fait. 3/4 de gazoil, 1/4 de sans-plomb. D'accord, donc ça veut dire que le parc... Et c'est quand même une consommation qui diminue, le gazole, parce qu'on a été à plus de 80% il y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Alors, le ratio entre le gazoil et sans-plomb diminue assez significativement, puisque maintenant, on immatricule beaucoup moins de véhicules neufs gazoil. Depuis le début de l'année 2022, les immatriculations des véhicules gazoil ont représenté à peu près 20% des ventes de véhicules, alors qu'il y a 10 ans, c'était 80%, c'était l'inverse. Mais Olivier Donc Gantois, ça a un effet. Il y a aussi tout le monde professionnel, en fait. Le gazole, c'est pas que le véhicule particulier, c'est... Vous avez tout à fait raison, et les usages professionnels ont toujours été et sont toujours quasiment 100% gazoil. Ouais. Olivier Gantois, vous nous disiez l'embargo sur le pétrole russe, il entrera en vigueur, alors c'est le 5 décembre. Est-ce qu'il n'y a pas un risque supplémentaire d'augmentation encore du prix du gazole à ce moment-là? En ce qui concerne les prix, je pense en effet qu'il y a un risque, et ce risque va subsister jusqu'à la fin de la guerre en Ukraine, un risque que les prix réaugmentent. Pourquoi je dis réaugmentent? C'est parce que n'oublions pas que depuis le début de l'été, les prix pétroliers et le prix du baril de brut a baissé de $120 par baril début juillet à $90 par baril en ce moment. Donc les prix ont fortement chuté. Mais on reste à des prix relativement élevés, $90 par baril d'une part. Et d'autre part, je vous dis, tant qu'il y aura cette guerre qui concerne également le 3e producteur mondial pétrolier, la Russie, les prix vont rester non seulement élevés, mais aussi risquent de réagir et donc de remonter à toutes sortes d'événements. Ça pourrait être en effet au moment de la mise en place de l'embargo effectif donc sur le pétrole brut début décembre, même si nous pensons qu'il n'y aura pas de problème d'approvisionnement, donc ça c'est la bonne nouvelle, mais par contre les marchés pourraient être nerveux, cette nervosité pourrait se traduire par une augmentation des prix, ça pourrait être aussi par des annonces soit de négociations entre l'Ukraine et la Russie, soit le contraire. Olivier Donc, Gantois, tout ça va être prétexte à variation des prix. vous qui êtes président d'UFIP Énergie et Mobilité, UFIP, on est demain avec la Coupe du Monde au Qatar, donc on est aussi de ce côté-là avec des pays pétroliers. Il n'y a pas moyen de faire autrement que de subir la hausse des prix par rapport à la Russie? Il n'y a pas moyen d'aller servir du pétrole ailleurs? La bonne nouvelle, si vous voulez, c'est que la France importe du pétrole de toutes les zones du monde. La France, géographiquement, est le pays le mieux placé du monde pour recevoir du pétrole qui vient d'Amérique du Nord, Amérique du Sud, Moyen-Orient, mer du Nord, Méditerranée, Afrique. Le pétrole vient de toutes les zones du monde vers la France. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La deuxième chose, c'est que les marchés pétroliers, et donc le marché du pétrole brut, qui est un marché mondial, obéit essentiellement à la règle de l'offre-demande. Actuellement, le monde consomme 100 millions de barils par jour, ce qui était sa consommation juste avant le Covid, là, début 2020. Donc 100 millions de barils par jour. La production est à peu près au même niveau. Donc tant que les marchés sont équilibrés, il y aura du pétrole pour tout le monde, et 2, les prix resteront à leur niveau actuel. Début février, quand le gazole russe n'arrivera plus en France, qui est-ce qui nous fournira le gazole? Parce que la France est le pays le plus dépendant d'Europe au gazole, on est d'accord? Oui, c'est le pays le plus dépendant, et donc on pense qu'il y aura un jeu de vase communicant. Pourquoi? Parce que très peu de pays dans le monde ont décrété un embargo sur le pétrole russe tel que l'a décrété l'Union européenne, Amérique du Nord et quelques autres pays. La plupart des pays du monde continuent à acheter du pétrole russe. Et donc ce qui va se passer sur le gazoil, c'est que vous aurez une réorganisation des flux logistiques, et donc certains pays qui importent du gazoil de Moyen-Orient importeront du gazoil russe. Ce gazoil du Moyen-Orient viendra en Europe. Nous pensons concrètement que le gazoil viendra essentiellement
d'Amérique du Nord, du Moyen-Orient et d'Inde. Donc on n'a pas de risque de pénurie. Voilà. On a pensé la même chose. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je veux être assurant, même si je prends des précautions parce que on n'a pas encore vécu une situation similaire d'embargo complet sur le gazole russe, comme ça sera le cas à partir de début février 2023. Mais vous entendez que nous sommes très confiants que la situation va bien se passer pour la France. L'ami Jean-Luc, j'ai une question sur la page Facebook de Sud Radio de la part de Stéphane qui dit concernant les profits de l'État par rapport aux remises qui ont été faites sur les carburants, l'État est-il gagnant ou perdant au final ? Il faudrait faire le calcul avec la TVA, puisque vous savez qu'en France, on a cette formidable taxe sur une taxe, puisque la TICPE est soumise à la TVA. Donc il faudrait voir avec le prix global ce que ça rapporte en TVA et ce que ça a coûté à l'État. Je ne sais pas, Olivier Gantois, c'est un calcul que vous avez fait ou pas ? Non seulement nous ne l'avons pas fait, mais nous ne pouvons pas le faire. Pourquoi ? Le niveau de TVA qui varie avec la variation des prix, ça on peut faire le calcul. En revanche, il faut savoir que pour tous les usages professionnels, la TVA est récupérée, donc ne va pas à l'État. Donc la part de TVA qui va à l'État et celle qui n'y va pas, nous sommes incapables de la calculer. Et dernière question, mais vraiment en 10 secondes, on a un regard sur l'augmentation des prix prochainement, là, d'ici Noël par exemple, on sait à peu près ce qui va se passer ou pas ? Non, par contre, je peux confirmer l'analyse que vous partagiez tout à l'heure, c'est-à-dire que là, les prix ont augmenté la semaine dernière de 20 centimes par litre. Chez certains distributeurs qui appliquaient une remise supplémentaire, plus 10 centimes. Et en revanche, le brut qui a un peu baissé depuis la semaine dernière fait que les prix devraient baisser d'à peu près 5 centimes. Donc, vous voyez, 20 moins 5 égale 15 et peut-être 25 chez certains distributeurs. Mais d'ici la semaine prochaine, le prix du baril peut varier. Imaginons que tout à coup, par exemple, la situation en Ukraine dégénère, les prix remonteront et ça, je ne suis pas capable de le prédire. D'accord. On aura l'occasion de vous y arriver. Je pense que c'est un sujet qui reviendra assez souvent parce qu'on va pas remplacer toutes nos voitures thermiques par des voitures électriques tout de suite. Exactement. Merci beaucoup. À votre disposition. Olivier Gantois, qui est président du FIP Énergie Mobilité. Merci aussi à Aude Fischer d'avoir ouvert ce sujet sur la hausse des prix du carburant. Où en est-on ? Et je vous rappelle le super site carbu.com, carbu.com, pour faire des économies là où vous êtes et connaître la station-service la moins chère de votre entourage. Allez, dans quelques instants, quelle auto choisir ? C'est Marc qui a composé le 0826 300 300 pour poser la question à l'ami Jean-Luc et se faire aider. Et puis on fera un petit point sur les brefs de la semaine. Quelle auto choisir ? Dernier quart d'heure de notre rendez-vous consacré à l'automobile. On parle auto sur Sud Radio évidemment, puisque Sud Radio aime l'automobile. Avant de retrouver notre magnifique équipe de Invino en direct de Saumur après 13h. L'ami Jean-Luc, on arrive dans ce rendez-vous que vous aimez beaucoup. Quelle auto choisir ? Pour ce faire simple, vous contactez le standard 0826 300 300 et nous entendons votre demande. Salut Marc. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Comment ça va ? Comment allez-vous ? Ah, moi ça va, mais Jean-Luc... C'est moyen, mais bon, ça ira mieux, rassurez-vous. Ça ira mieux demain. Votre question... Je vois que l'humour est encore de mise. Ah oui, ça on va essayer de ne jamais s'en départir. Quelle auto voulez-vous choisir, Marc ? Alors voilà, actuellement j'ai un coupé Hyundai de 2007, 2 litres, et mon choix se dirigeait vers un Veloster. D'accord. Un Veloster ou Hyundai i20, i30 ou alors la cousine chez Kia, par exemple. Le Veloster, c'est sympa à condition de choisir la version turbo. Parce que la version atmosphérique, ils ont oublié le moteur dedans, donc c'est un peu gênant pour une voiture qui paraît sympa, qui d'ailleurs donnerait, je pense, mal à la tête à Laurence, parce que c'est une voiture, on la garde dans un parking, c'est un coupé côté conducteur, on revient de l'autre côté, c'est une berline, il y a 2 portes en plus, il y a une porte en plus, donc en fait c'est une voiture 3 portes avec 2 portes côté passager et une seule porte côté conducteur. C'est le seul modèle qui est sorti bizarre, en série comme ça. Enfin, il y a Mazda qui avait fait un modèle mais avec une plus petite porte à l'arrière. Donc moi, c'est une voiture que j'aimais bien, mais comme je vous dis, uniquement en version turbo, parce que le moteur Atmo, c'était le couple était très haut perché, il fallait changer de vitesse tout le temps et ça ne correspondait pas du tout à l'image que donne la voiture, parce que c'est vrai qu'elle a une belle gueule cette voiture. Je pense que c'est ça, vous, qui vous séduit d'ailleurs. Voilà, exactement. Alors moi, je suis pas du tout pour les performances. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le look avant tout. Donc, mais quand je vous dis,
mais quand je vous dis la version turbo, je parle pas de performance là pour le coup, parce que même la version turbo, elle fait 186 chevaux. Les concurrentes dans la catégorie, elles ont au minimum 50 chevaux de plus. Donc, vous l'achetez pas pour les performances. Un Veloster, si vous l'achetez pour les performances, vous avez faux. Mais en revanche, là, c'est le minimum syndical parce que le moteur a un peu plus de pêche à bas régime, alors que le moteur atmosphérique, il est complètement creux. D'ailleurs, à ce propos, ne prenez pas la boîte de vitesse automatique parce que, pareil, elle est un petit peu, on va dire, elle est paresseuse, même en mode manuel. Donc, ça correspond pas à l'image qu'on a du véhicule. Maintenant, pour rouler au quotidien, c'est une voiture qui est bien parce que vous avez à la fois l'esthétique d'un coupé et vous avez presque la fonctionnalité d'une berline. Donc, je sais pas si vous êtes marié, mais si vous avez des enfants à mettre à l'arrière, c'est plus pratique d'avoir une porte pour accéder à l'arrière côté passager que d'avoir purement un coupé où il faut se contorsionner pour mettre, par exemple, un siège bébé derrière. Alors moi, je suis plutôt un vieux tonton. Et surtout, c'est un véhicule très fiable. Ça, c'est important. Ah, mais voilà, alors c'est pour ça que je vous avais contacté, parce que j'ai essayé de me documenter sur Internet, mais là, c'est la porte ouverte à tout. La boîte DCT6 de chez Hyundai. DCT7 là, en l'occurrence sur la version turbo, c'est la DCT7. Ouais. Et quand je vous dis la version turbo, faut vraiment privilégier la version turbo. Alors déjà, quand elle est sortie, l'écart de prix avec la version Atmo n'était pas très très important. Je crois qu'il y avait quelque chose comme 2000 €. Mais aujourd'hui, en occasion, on trouve des modèles qui sont pas trop kilométrés à des tarifs aux alentours de 13-14 000 €. Vous pouvez en trouver une qui est en bel état. Et surtout, alors, ce que certains jugeaient comme un défaut, parce que je vous ai dit tout à l'heure, la concurrence, il propose 50 chevaux de plus, va devenir une qualité quand la voiture va vieillir, parce que c'est un modèle qui est extrêmement fiable. Voilà, justement, c'est la fiabilité. J'ai roulé longtemps en Honda et j'ai acheté Honda parce que justement ces modèles étaient fiables. Alors j'aurais voulu, je voulais savoir si du côté fiabilité, il y avait vraiment des problèmes. Là, c'est le cas. Ils ont joué, je vais dire, entre guillemets, petit bras sur le développement du moteur pour lui assurer une bonne longévité. Donc, au moins, ce qu'on a perdu au départ, en sensation, on le regagne en fiabilité sur le long terme. Et du coup, Jean-Luc, alors, concrètement, pour conclure, mais on en trouve, malheureusement... Alors, moi, je vous dis, version turbo en boîte mécanique, il y en a pas des kilomètres, mais on en trouve. Vous allez voir sur le Bon Coin, vous allez trouver quelques modèles. En plus, c'est des voitures qui en général étaient plutôt pas mal entretenues. Il n'y a pas eu de tuning parce que ce qui pose problème sur ces véhicules un peu vitaminés, c'est que souvent il y a du tuning. Sur ce modèle-là, il y en a pas. Donc on a la fiabilité et puis des modèles qui restent d'origine. En tout cas, la boîte robotisée, il n'y a pas de souci particulier, il n'y a pas de souci particulier, elle est juste lente. Ok. Donc je ne sais pas ce que vous recherchez. Si vous recherchez non, moi je suis pas dans la performance, donc moi il me faudra un truc. Alors, vous pouvez prendre la boîte robotisée, comme ça au moins vous occupez plus les vitesses, mais elle est paresseuse. Et ben voilà, Marc. Bon, en tout cas, vous avez de quoi faire votre choix maintenant. Je suis obligé de vous presser un peu parce qu'on arrive, on arrive en fin d'émission malheureusement, donc j'ai pas le choix. Mais et voilà. Sinon, non, on peut plus, Marc. Je suis désolée. Non, là on peut vraiment plus. Là, je vais me faire gronder. Là, il y a l'info qui arrive. Envoyez-moi un mail. Et puis on vous reprend pour la question d'après. Oui, voilà. Mais vous savez, le temps radio est des fois beaucoup trop rapide par rapport au temps de la vie. On vous embrasse, Marc. Bon week-end. Merci. Au revoir. Une petite brève pour conclure. L'ami Jean-Luc, c'est l'info de la semaine. La première ministre refuse d'imposer le 110 km/h sur autoroute. Ouais, c'est au micro de nos confrères de BFM TV qu'Elisabeth Borne a déclaré que l'abaissement de la vitesse maximale de 130 à 110 km/h en France n'était pas, je cite, la bonne méthode. Et il est indéniable que l'abaissement de 20 km/h sur autoroute permettrait un gain de consommation d'au minimum 20%. Mais toujours selon la première ministre, il y a des Français qui ont besoin de se déplacer sur les autoroutes avec des contraintes de temps. Bon, dit autrement, on ne voit pas pourquoi les Français paieraient très cher l'autoroute pour ne pas rouler plus vite que sur le réseau secondaire. Par ailleurs, abaisser la vitesse sur autoroute ne ferait qu'accroître le nombre de morts sur les routes nationales à cause de la fréquentation supérieure. Voilà donc une discussion enfouie au fond d'un tiroir et on dira c'est tant mieux. Merci beaucoup. Dernière petite brève avant de partir à Saumur retrouver l'équipe de Invino. 412 km/h pour une voiture électrique. Ouais, c'est le nouveau record du monde de vitesse pour une voiture électrique battu officiellement par la Rimac Nevera. Une supercar croate, figurez-vous. L'engin est encore loin des 490 km/h de la Bugatti Chiron Sport 300+, mais elle fait mieux que toutes ses rivales en matière d'accélération.
La Nevara est équipée de 4 moteurs électriques qui développent 1915 chevaux au total. Ça accélère de 0 à 300 en 10 secondes. C'est le temps qu'il vous faut, vous, avec votre voiture, pour être à 100 km/h. Bon, il y a une chose qui n'est pas précisée, hein, c'est l'autonomie à cette vitesse, sans doute proche, d'après un calcul vite fait que j'ai fait, de 70 km. Avec la batterie. La batterie de 120 km/h. Bon. 110 km, mais à 412 km/h quand même. Ben voilà. La semaine prochaine, l'ami Jean-Luc, puisqu'on parle de rapidement, batterie, en 5 secondes, s'il vous plaît. Ouais, on aura Monsieur Batterie du CEA, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. On parlera de la fameuse révolution du graphène. Ouais, dans les on en batteries. parlera en détail la semaine prochaine, parce que l'ami Jean-Luc, je suis obligé de vous faire une infidélité. Vous savez que je vous aime beaucoup, mais là, je suis obligé de vous faire une infidélité. Une infidélité temporelle, hein, certes, mais une infidélité tout de même. On va retrouver tout de suite Alain Marty pour l'émission Invino en direct de Saumur, avec à ses côtés Philippe Forbrac, meilleur sommelier du monde. Bonjour les garçons. Bonjour Laurence, bonjour Laurence. Alors vous êtes au pays du roi Chenin et du Cabernet Franc sans moi. Comment avez-vous pu faire cela? On a dégusté un bon petit verre de Clos Cristal 2019. C'était un moment unique. On est en direct dans quelques instants là, des vignobles et de Nice. On va parler du meilleur, mon cher Philippe Forbrac, de la Loire et notamment de Bourgogne et de Saumur. Il fait beau, il fait un temps magnifique. Je ne sais pas quel temps il fait à Paris, mais il fait un temps accueillant, mais on est toujours très bien accueillis dans la Loire et de la partie en plus. On va parler de tout ça. Une bonne adresse, c'est de Nice, vraiment matin, midi et soir, avec modération. Oui, avec modération. Puis moi, je ferai un petit clin d'œil, si vous voulez bien, à un de mes amis vignerons préférés aussi de là-bas, qui s'appelle Arnaud Lambert, qui est du côté de Brézé, qui fait aussi de très 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 jolis flacons à déguster toujours avec modération. À tout à l'heure, juste après le journal. Bisous.